Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Thomas. Alors, tu es psychopédagogue, c'est ça? Tout à fait. Et tu accompagnes les enfants, on va dire les enfants nouveaux. Ce qu'on peut appeler aussi les enfants à haut degré de sensibilité, c'est ça? Ouais. En fait, j'accompagne tous les enfants, Ouais. des sensibles aux plus sensibles. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ok. Écoute, aujourd'hui, je voulais que le sujet soit sur le décrochage scolaire des ados. Mhm. Alors, que peux-tu nous dire sur ce fameux décrochage scolaire? Ok. Alors effectivement, dans cette profession qui est la mienne, j'accompagne les troubles du comportement et des apprentissages d'une manière générale, parce que c'est souvent en milieu scolaire que la cristallisation des problèmes que l'on peut rencontrer a lieu, puisqu'ils y passent en moyenne 6 heures par jour. Et que depuis 2020, je vais situer ça à partir de 2020 en fait, avec les crises successives que l'on traverse, on se rencontre, nous les professionnels de l'accompagnement des jeunes, qu'il y a de plus en plus de décrochage scolaire. Donc, c'est pas étonnant que tu souhaites en savoir un petit peu plus sur comment c'est vécu de leur côté, à quoi ça correspond, qu'est-ce qui se cache derrière un décrochage scolaire et qu'est-ce que ce signifiant vient nous dire, nous, en tant qu'éducateurs, accompagnants, parents, enfin voilà, toutes ces personnes qui gravitent autour du jeune. Ouais, c'est ça. Euh, C'est pour ça que je voulais absolument en savoir plus. Et puis le fait que d'en parler, parce qu'il y a il y a de plus en plus de parents qui sont confrontés à ce genre de situation-là et ils savent pas forcément comment ils doivent réagir, tu vois, dans ces situations-là. Donc ça serait bien de savoir aussi pourquoi ils se décrochent, pourquoi ces jeunes finalement décrochent. alors, il y a plusieurs facteurs. Le décrochage scolaire commence en fait par un désamour pour, j'ai envie de dire ça comme ça, pour l'apprentissage. Quand l'apprentissage fait pas de sens en fait, c'est-à-dire quand on apprend des choses qui ne nous servent pas ou peu, même si tu vas me dire ça c'est pas nouveau, on a tous dû apprendre des choses qui ne nous ont pas servi dans la vie. Mais là, en Exact. fait, ces derniers temps, avec les jeunes qu'on rencontre, on, on a affaire à une population qui ne peut plus engranger des connaissances qui ne vont pas être réexploitées, sinon à court terme, au moins à moyen terme. Et ils ont en fait des difficultés à mémoriser, des difficultés de la sphère attentionnelle à pouvoir emmagasiner tout un tas d'informations. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces jeunes sont de plus en plus sensibles, et on y arrive. Ça veut dire qu'en fait, ils reçoivent de plus en plus d'informations dans leur canal, leur corps, qui vient saturer le système tout entier. Et ça commence par la sphère cognitive, la sphère mentale, où ils sont empêchés de stocker des données. C'est comme si le disque dur, il était Il était plein. saturé. C'est ça. Donc, le cerveau, quand il n'a pas appris à lui-même à déprogrammer, à déstocker, à libérer de l'espace, eh bien, en fait, il envoie des signaux, de multiples signaux, c'est ce qu'on peut appeler les chocs vibratoires, pour dire au système, attention, attention, alerte, danger, bientôt, on va plus pouvoir fonctionner du tout. Et ça va être souvent la sphère mentale qui va décrocher en premier, euh, enfin, que l'on croit, parce que c'est souvent le corps en réalité qui indique que c'est plus possible. C'est-à-dire que ces jeunes-là, en fait, ils décrochent petit à petit, ils ont des signaux, c'est j'ai du mal à me lever, je suis triste, je comprends plus rien, je suis en détresse 6 heures par jour, assis sur les chaises, voilà, écoutez, j'arrive plus. Quand Il j'écoute y a une le perte. prof parler, Pardon si je te coupe, mais est-ce qu'il y a une perte de sens et de goût à la vie? ben aussi, elle se prépare tranquillement en fait, puisque ben grosso modo l'école ça correspond à on va dire à leur vie, hein, puisque ben, c'est comme s'ils allaient au travail, ne l'oublions pas, hein, 6 heures par jour, Tout c'est à un fait. vrai travail.
et ils n'arrivent plus à se mobiliser pour aller à ce travail. D'autant que, bon, faire une petite, ils sont pas payés hein, pour y aller, donc ça pourrait éventuellement les motiver. Mais là, en fait, on arrive à un seuil de saturation où, même si on les payait, je crois certains, ils ne pourraient plus y aller. Donc, ils sont confrontés en fait à des symptômes, tout un tas de symptômes qui commencent à se mettre en place. Et au départ, ils essaient de continuer d'être adaptés au système, d'y aller quand même, parce qu'évidemment, on n'a pas le choix, il faut y aller à l'école, d'autant qu'on a les adultes qui essaient de nous motiver, de nous conditionner, de nous dire allez, ça va y aller, etc. Alors, il y a quand Ouais, même, j'allais justement dire, je pense que les parents sont beaucoup derrière aussi pour les pousser. Donc, ils se retrouvent un petit peu dans un étau où ils sont poussés. Bon, il y a quelque part leurs signaux intérieurs qui leur disent non, je peux plus. Et à l'extérieur, ils sont pressés par les parents pour dire, bah si, tu dois y aller, c'est obligé, quoi. Donc, ils se sentent un petit c'est peu ça. écrasés, peut-être, non? Ah, mais complètement, complètement, parce qu'en fait, c'est comme une injonction, même si elle est bienveillante. Parfois, moi, je reçois au cabinet des parents qui sont extrêmement bienveillants, qui veulent évidemment le meilleur pour leurs jeunes. Ça va de soi. Et dans le même temps, ces parents sont prises avec leurs propres peurs véhiculées par la société. Il faut bien travailler à l'école, s'accrocher pour avoir un travail plus tard et un bon travail, si, autant que faire se peut. Donc, en fait, les peurs véhiculées par les parents, ça vient aussi mettre le système en branle chez l'enfant, chez le jeune. C'est-à-dire qu'il sature aussi euh, de recevoir les messages de peur, même inconscients, véhiculés par leurs parents, parce que ça s'engouffre dans toutes ces failles. Et du coup, ça vient le sensibiliser encore davantage. Ok, donc il y a vraiment une recrudescence d'anxiété aussi, quelque part, à la Mmh, société dans laquelle on vit, à partir bah, surtout depuis 2020. Mais encore avant, c'était aussi, mais c'était plus bien subtil. sûr. On va dire que depuis 2020, ça s'est révélé clairement au grand jour. Et du coup, c'est beaucoup plus perceptible, je veux dire. Et puis, on prend connaissance, on en a conscience que l'anxiété devient grandissante et que finalement, l'enfant, il est comme une éponge qui absorbe l'anxiété environnante, que ce soit des parents, que ce soit à l'école, peut-être des enseignants ou des autres enfants. Et du coup, ça devient invivable. Ils sont comme dans une asphyxie en C'est permanence. ça. C'est bien Mmh. ça? Oui, et effectivement, Et tu fais bien de souligner que le phénomène n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau depuis 2020, en tout cas, moi, j'accompagne depuis 2017. J'étais encore enseignante à mi-temps et à mi-temps sur le terrain en tant que psychopédagogue pour les accompagner dans le trouble donc des apprentissages et du comportement. Et ce que j'observe donc depuis 2019, fin 2019, début 2020, alors plus assurément depuis le premier confinement, c'est qu'en fait, on passe du décrochage à la vitesse supérieure à la rupture scolaire. Et d'accord. c'est là, Et c'est quoi la rupture? C'est carrément, c'est le veulent plus y aller, quoi. burn-out. C'est fini, Moi, c'est un le petit jour burn-out J. déjà, ouais. Ah oui, c'est Ok. ça. C'est un petit burn-out, c'est-à-dire qu'un matin, le décrochage s'est mis en place déjà depuis un certain temps. C'est latent, ça vient saturer le système. Et bien, écoute, un matin, on arrive à saturation complète du système. Ils ne peuvent pas se lever pour y aller. Ou alors, ils arrivent devant les grilles et c'est crise de panique totale, débordement émotionnel, palpitations, crise de panique, tout un tas de symptômes. C'est vraiment la crise. Et le corps lâche. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent plus faire un pas. Et Ok. là, c'est vraiment l'équivalent d'un burn-out pour les adultes. Mm. Est-ce que tu penses que si maintenant on était, en tant qu'adulte, on était plus à l'écoute de l'enfant dans ce cas-là, ça pourrait éviter cette rupture? Alors, elle serait à accompagner. Alors, éviter la rupture scolaire, oui, mais la crise sous-jacente que ça vient révéler, non. Alors là, je prends des risques quand je dis ça, hein, mais parce que la crise, t'es bien placé, Thomas, pour le savoir, elle n'est pas à éviter, elle est à accueillir. Et c'est là Absolument, où on peut absolument. les accompagner pour que le début de cette traversée, en fait, se fasse le moins mal possible, pour qu'il se fasse le moins de mal possible. Mais c'est ça l'intelligence, en fait, c'est de leur expliquer le processus dans lequel ils sont en train d'entrer.
là où il n'y a plus de sens, là où on est en perte de repère total, là où on n'arrive même plus à questionner le monde qui nous entoure, on est en rejet total. Et malheureusement, très souvent, quand ils arrivent au cabinet, plus d'une fois sur deux, il y a eu des tentatives de suicide, voire des mutilations, beaucoup de scarifications en ce moment, surtout chez les jeunes filles. Euh, et du coup, là, ils sont vraiment très, très mal. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas d'autre solution que de se faire du mal et de vouloir se soustraire, en fait, à la vie planétaire parce que l'avenir, il est complètement occulté. Donc, effectivement, on peut les accompagner pour qu'ils ne soient pas en rupture complète, mais de mon point de vue, et c'est ce que je fais aujourd'hui du mieux que je peux, en tout cas avec les outils que je leur propose, c'est de bien prévenir les adultes qui gravitent autour d'eux, à commencer par les parents évidemment, de ce que leur jeune est en train de vivre et ne pas en avoir peur le moins possible et de créer comme, on va dire, un réseau autour de lui pour que ça puisse se vivre et Ouais, que tout de à toute fait. manière, une crise, ça fait mal, Oui. mais voilà, c'est un mal pour un bien. Et qu'est-ce que tu penses de si maintenant, admettons que la crise chez les jeunes, finalement, les crises qui vont devenir de plus en plus intenses, on va dire, ces crises-là, quelque part, elles révèlent peut-être aussi le besoin de découvrir qui nous sommes dans le fond, parce qu'ils vont peut-être aider aussi chaque parent à peut-être à se remettre en question ou à essayer de comprendre leur propre nature finalement à entrer eux-mêmes en crise. Tu vois ce que je veux dire? Je te vois venir. Ouais. Alors, c'est pas rare que de toutes les façons, quand j'accompagne le jeune, j'accompagne les parents d'une certaine manière, puisqu'ils sont co-éducateurs. C'est-à-dire que quand ils font la démarche d'amener leur enfant pour qu'il puisse suivre le programme que je propose, eh bien en fait souvent, très souvent, pour pas dire tout le temps, la maman en fait présente aussi des, comment on va dire, pas des symptômes, alors ça peut être vécu comme étant des symptômes, enfin, présente un degré d'hypersensibilité assez élevé. Et en fait, comme c'est souvent la femme qui accompagne l'enfant parce que dans son inconscient, elle est porteuse de la mémoire d'élévation de l'âme de cet enfant. Donc, c'est comme si elle était la gardienne de la possibilité d'évolution du jeune. Eh bien, en fait, on arrive à une période de transition bien avancée où, en fait, cette femme va accompagner ce jeune à se libérer et ce qui lui permet elle aussi de se libérer. En fait, ils se libèrent mutuellement de leur programmation. C'est ça qui est beau finalement dans la crise, entre guillemets, parce que la crise, elle va aider justement, ben, elle est de toute façon porteuse d'une libération derrière. Une crise, une crise sert à quelque chose. Il y a un rôle dans une crise et je pense que le plus beau des rôles qu'elle a, c'est de pouvoir libérer les uns et les autres. Et c'est surtout que celle dont il est question, l'adolescence va être à réétudier très prochainement puisque les corps des enfants en majorité sont de plus en plus électriques. Hein, il y a une mutation neurologique qui est en train de se faire. Du coup, une mutation cérébrale, on va dire ça comme ça. Et en fait, l'enfant, les corps du jeune qui a atteint un degré de sensibilité beaucoup plus élevé, avec une génétique beaucoup plus aboutie que celle de ses parents déjà entrés dans un degré d'hypersensibilité, hein, puisque je te disais que déjà la maman, en général, si c'est pas les deux parents, c'est au moins la maman qui est elle-même hypersensible. Donc, il faut imaginer que ce jeune, il va avoir ces corps subtils qui vont se développer, qui vont être matures beaucoup plus rapidement que notre génération, par exemple. Et de fait, il va entrer en crise dans sa première crise, hein, ce qui correspond à une ouverture de conscience, donc à la préparation de ses premiers corps, qui correspond à la première matrice. On peut faire des tas de références. Première matrice, la matrice d'eau, hein, si on se réfère à la Kabbale, par exemple, qui va consister à travailler sur toute la matrice émotionnelle. Quelque part, c'est se sortir de l'eau en allant visiter une première fois les profondeurs. Alors la première plongée que ces ados ils font, elle n'est pas aussi profonde que la deuxième, on est bien d'accord. Mais
ça aura l'avantage, avec l'instruction qu'on leur donne et les informations qu'on fournit aussi aux parents, de se dire que celle-ci, s'ils l'ont compris, la prochaine, elle va encore mieux se passer que la première. Parce que la prochaine, c'est pas le même choc vibratoire. C'est pas les mêmes chocs. C'est-à-dire que on C'est pourrait plus léger. considérer que la première, c'est, c'est différent. En fait, ce que j'observe, c'est que la première correspondrait euh, plus à une dépression qui vient plus mettre les premiers coups à l'ego. Le jeune ego, hein, pour le coup, tu as compris que là, on engramme jusqu'à environ 7 ans. Donc, quand ils ont 14 ans, qu'ils rentrent déjà dans une crise bien carabinée, leur ego, il n'a pas eu le temps de vraiment maturer et enclencher les programmes de survie, etc. Donc, en fait, tout ça, ça va se faire beaucoup plus rapidement dans le travail de libération. Donc, c'est l'ouverture de conscience. Et du coup, en fait, la première correspondra à ce qu'on pourrait appeler la nuit grise de l'ego. Pourquoi je parle de nuit grise? C'est qu'il commence à plus y voir clair. C'est comme si il pressentait qu'il allait rentrer dans une phase beaucoup plus profonde ultérieurement et que ça s'obscurcit dans ce qu'il pensait voir clair. Et du coup, c'est un peu comme, tu sais, l'expression quand on est entre chien et loup, tu sais, le Ouais. soir, Bah, il est un peu il dans fait... la confusion. C'est Il ça, se c'est le retrouve dans la brouillard qui confusion. s'installe. Et je Exactement. pense qu'il est là, pendant cette phase-là, il arrive peut-être plus à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne sait plus. Est-ce qu'il Il arrive ne encore à sait, déterminer ou alors il ne le sait plus? Pour lui, il il ne perd un peu le sait plus. sens de ça? Ouais. Effectivement, il ne Mm. sait plus parce que, en fait, l'humain, il est fait de telle manière que la conséquence des actes de la dualité, en fait, elle est sue que à l'issue de ce que l'on fait. En fait, si c'est bien ou si c'est mal, c'est de l'héritage culturel. C'est un bagage, c'est un legs. Voilà, l'enfant, a priori, quand il entre en mouvement, il ne sait jamais si ça va être bien ou mal ce qu'il fait. C'est Ouais. d'accord? Ouais. D'accord. L'adolescent, dans son phénomène réincarnationnel, il a de multiples identités, enfin de personnalités qui essaient de prendre la première place dans le canal. Et du coup, il est en lutte contre l'astral, puisqu'il est astralisé, hein, clairement. Il Mhm. n'y a pas à avoir peur de ça. Mais on est déjà dans l'adolescence, à cette période précise, c'est qui est-ce qui aura la première place dans les multiples entités incarnationnelles qui voudraient, voilà. Et c'est ce qui fait qu'en fait, l'adolescent, bah, sans arrêt, un jour il aime le citron, le lendemain il aime plus ça, un jour il aimait Paul et puis le lendemain il peut plus le voir, etc., etc. Parce que il y a sans arrêt des chevauchements incarnationnels qui se mettent en place. Donc il y a déjà ça à gérer, qui va être moins important que ce qu'on a vécu nous à notre époque. Et ils n'auront pas de fait comment le, le décollement et la prise de conscience de leur corps astral, il va se faire plus rapidement que notre génération, par exemple, dû à un corps qui va être capable de recevoir une plus grande quantité d'énergie beaucoup plus tôt. J'ai des jeunes qui voyagent en astral tout seuls depuis leur lit, qui font des choses voilà complètement hallucinantes que nous-mêmes on n'aurait pas fait à notre génération par exemple. Et ils ont une conscience des centres énergétiques pour beaucoup, conscience que le monde de l'imaginaire c'est un monde parallèle à lui tout seul. Enfin voilà. Donc tu vois, on en est quand même rendu là. Très développés, ils ont des consciences déjà très développées. Et c'est sûr que ça vient, on va dire, buter sur la conscience des autres générations qui finalement ne sont pas ouverts à ces choses-là et qui sont plus, on va dire, dans la matière, qui C'est sont ça. plus, qui sont plus dans, oui, c'est ça, dans le matérialisme, on va dire. Donc, on peut dire que ces nouveaux enfants sont des enfants psychiques. Alors, quand ils entrent, effectivement, quand ils rentrent en phase d'anégoïsation, c'est-à-dire que l'ego est malmené, qui commence à être choqué, commence à être graduellement épluché, on essaie de faire simple pour être bien compris. Tout ça, on comprend que ça va prendre un certain temps, hein. Je suis pas en train de dire que ces jeunes-là vont boucler leur processus d'individuation à 20 ans. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Néanmoins, clairement, il apparaît qu'ils entrent en phase de transition. Ils développent des mots physiques. On voit bien qu'ils vont vers une transformation et une transmutation au niveau physique aussi, pour être en Donc, capacité ouais. d'accueillir Et cette si énergie.
Ok. Et si j'ai bien compris, donc, c'est un processus qui s'enclenche beaucoup plus rapidement que les autres générations. Les C'est ça. générations-là, elles viennent sur la planète, elles viennent déjà avec ce besoin, c'est carrément même un besoin de transmuter, quoi. C'est-à-dire transmuter leur corps, commencer à entamer leur transformation. Beaucoup De plus fait, rapidement que les générations c'est d'avant. ça. C'est ça. Il y a des corps avec une génétique qui va permettre d'accueillir la plus haute fréquence, le plus haut degré de leur être beaucoup plus rapidement euh, que, voilà, que pour Donc, les adultes. Voilà. ouais, donc ils sont Euh, prédisposés alors à la transformation. c'est ça. Il y a une prédisposition génétique. Voilà. Ok. Et on baigne dans l'énergie supramentale, hein, on va le placer ce mot-là, dans l'énergie éthérique. Et en fait, les corps qui vont être le plus électriques, en fait, vont être en capacité d'être plus réceptifs à cette énergie-là. Euh, mais voilà, dépendamment de leur programmation, ça va se faire plus ou moins graduellement. Euh, ça, on n'en sait rien. Et ce Oui, serait une tout illusion. dépend du chemin de chacun, je pense. Exactement. Le plan de vie, on ne connaît pas. On n'a pas aucun intérêt à forcer les consciences de qui que ce soit. D'abord, c'est impossible. On ne peut pas vibrer à la place de la personne. Et ce sera une illusion que de vouloir les éveiller à quoi que ce soit. Personne ne peut réveiller qui que ce soit et encore moins l'éveiller avec aucune technique. Ça, c'est le travail de l'ajusteur de pensée et puis après du double et puis après voilà, de l'esprit. C'est le boulot, c'est pas le nôtre en fait. Oui. Nous, on Donc, a juste, nous, on peut seulement les accompagner finalement à c'est faire ça. leur transition plus délicatement C'est ça, leur donner de l'instruction. ou plus C'est ce qui leur confortablement. manque. Parce que, ouais, ouais. Voilà, Là, c'est tout des simplement. outils. En fait, il nous manque des outils. Moi, je vois bien très bien pour moi, hein, pour moi-même déjà. J'ai toujours manqué d'outils. C'est pas que je voulais pas faire. Ça, ce qui est bien, pour moi, j'avais pris conscience de ça. C'est-à-dire le fait de me dire, voilà, c'est pas que je ne veux pas faire le chemin ou je veux pas, c'est que en fait je ne pouvais pas. Et si je ne pouvais pas, c'est parce que je manquais d'outils. Je ne savais pas comment le faire. Donc quand on est dans cette phase où on ne sait pas comment faire et on ne sait pas quel outil on a besoin pour finalement rendre son chemin un peu plus confortable, bah c'est très inconfortable d'être dans cette période-là. Mais je pense Ouais, que ça fait déjà du bien, ça soulage déjà l'être de pouvoir mettre des mots là-dessus en disant, ben voilà, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sais pas comment le faire. Une fois à un moment donné que tu le verbalises, que tu puisses le dire à quelqu'un qui est capable de l'entendre et de dire, écoute, je ne sais pas faire, je sais vraiment pas le faire, il faudrait qu'on m'aide ou qu'on me donne des outils pour que ça aille plus, pour que ça soit plus facile. Tu vois, si on arrive à faire ça, je pense qu'on soulage déjà, on fait déjà un bon chemin déjà de ouais. reconnaissance, tu vois, par rapport à ça, et puis ensuite à demander de l'aide à l'autre. Ça, c'est le début du travail sur l'ego, en fait, du démantèlement de l'ego, du dépouillement. Et j'aime bien dans ce que tu dis, Thomas, c'est que l'idée des outils ou des clés. Alors, très longtemps, l'être humain, il emploie une bonne partie de sa vie à aller chercher à l'extérieur de lui tout ce dont il a besoin, se pensant absolument médiocre, petit, impossible, enfin, tout ce qu'on veut. Dans la négation la plus totale, c'est le rôle de l'ego. L'ego, voilà, il y a que lui qui existe, il sait tout, il a tout vu et c'est pas possible. C'est du domaine de l'ego. Et ce qui est de formidable avec ces jeunes-là, c'est il n'y a pas de hasard, les rendez-vous sont déjà pris. Quand ils viennent pour suivre le programme de la pédagogie biologique, ben, c'est qu'ils vont travailler à se souvenir qu'ils sont de véritables couteaux suisses, que tout est déjà là en eux. Et c'est là toute l'élaboration du programme qui est celui que j'ai mis en place. Il existe sûrement plein d'autres programmes du même type. C'est qu'en fait, le jeune va apprendre à tourner les capteurs vers l'intérieur. Je dis pas qu'il va pas avoir besoin de techniques annexes, mais l'idée de la pédagogie biologique, et c'est ce sur quoi je m'appuie aujourd'hui et ce à quoi je vibre, c'est que les techniques, elles servent un temps. Si on n'est pas capable de se désassujettir d'une technique, c'est que c'est la technique qui nous tient. On ne Ouais, peut pas être soi c'est ça, si on s'applique c'est des ça, techniques au quotidien. Et en fait, absolument. ils me comprennent très bien. L'idée le programme 3D de la pédagogie biologique, par exemple, c'est le programme 2.
développement du jeune dans son corps physique, son voilà le développement neurologique euh, et le dépouillement, la phase de dépouillement quand il commence à être choqué, qu'il reçoit les chocs de conscience, et ultérieurement le début du déploiement. Donc c'est ça le programme 3D. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ces jeunes que j'accompagne, souvent ils commencent à se pluguer dans l'astral, ils appliquent des techniques yin et en fait, bah, ce qui se passe, c'est qu'ils perdent contact avec la dimension terrestre, planétaire, et ils sont à grounder, en fait. Donc, faut sans cesse les tirer vers le bas, en leur disant, c'est Ouais. super ce qui se passe là-haut, mais c'est là, en vérité, qu'on a besoin Ouais, de donc toi. ils ont besoin là, dans ces cas-là, en gros, dans cette période-là, d'ancrage à la terre, C'est ça. de se relier de nouveau à la terre et de pas quitter finalement leur. Bah, c'est comme s'ils vivaient comme des désincarnés. En fait, ils sont incarnés, mais ils vivent comme des désincarnés. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent sur un plan plus haut. C'est comme si leur conscience était plus haut que leur corps. Donc, c'est pas aligné. Et je C'est pense que c'est ça. ça qu'ils ont besoin de faire. Ils ont vraiment besoin de s'ancrer et de trouver des ancrages, en fait, des points d'ancrage dans la matière, ben, pour que justement, ils n'ont pas envie de partir et de se dire, ben, la Voilà. matière, c'est trop Alors, dur et je vais partir. Alors, ouais, Sandrine, exactement. il reste 10 minutes. Je vais conclure. Je voulais juste dire, ben, en fait, finalement, avec tout ça, ce décrochage scolaire, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, pour moi, je le perçois comme un révélateur, tu vois, ce décrochage, c'est un révélateur de notre réalité intérieure. On a beaucoup été projeté à l'extérieur et puis on a créé notre réalité extérieure, mais on n'est pas conscient de la réalité intérieure. Et puis cette crise ou ce décrochage scolaire, elle vient nous rappeler en fait finalement qu'on a une réalité intérieure et qu'on doit s'en occuper. On doit en prendre soin et que c'est maintenant de faire grandir finalement ce germe intérieur, notre soi intérieur, le faire grandir, le faire maturer pour que et l'aligner à notre réalité extérieure, pour que ça fasse un entre sur tous les plans. Voilà, c'est comme ça que je vois un petit peu le décrochage scolaire. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais pas ce que tu pourrais en dire pour un mot de fin. Euh, un mot de Oui, bah fin ça peut-être. correspond au premier, voilà, ça correspond aux premières secousses de la vie. Voilà, je pense notamment plus au décrochage scolaire, mais effectivement, je te rejoins, c'est prendre en compte son intériorité, c'est cet espace qu'on pensait vierge jusqu'ici, qui nous fait peur, qui est rempli de vide, et dont finalement on a été détourné à l'enfance, mais tout est juste puisque ça fait partie du, du jeu, entre guillemets, puisqu'on avait ce fameux ego à construire. Donc en fait, on passe toute une vie à jouer à qui on n'est pas pour trouver qui on est. C'est juste absolument génial. Sauf que ces jeunes-là, viennent un peu changer les règles du jeu. Et moi, j'ai un réel plaisir à les accompagner. Je tiens juste à préciser une chose qui est importante pour moi, c'est il n'y a pas de formule magique. Euh, quand ils commencent à suivre le programme de la pédagogie biologique, c'est quelque chose avec laquelle ils vont repartir. Et ils sont prévenus que deux genoux à terre, probablement qu'ils ne les mettront plus. Mais un, c'est fort possible. En fait, euh, il faut pas les illusionner de que ça va être facile, euh, mais en même temps, l'idée c'est qu'ils auront des ressources et ça, si ils sont chahutés dans l'invisible, chahutés par les événements planétaires, hein, puisqu'on est au plein cœur du sujet en ce moment, eh bien c'est n'oublie pas qu'à l'intérieur tu es là en toi. Donc, Hmm. voilà. Donc c'est vraiment s'ancrer à soi-même et on en est aux prémices et observe à quel point tu es grand et que cette grandeur un jour tu vas pouvoir l'incarner pleinement. Magnifique, magnifique. C'est une belle conclusion et ça m'amène à mon slogan, entre guillemets, qui est tout commence par soi, finalement. Tout commence par soi et c'est de là qu'on commence à rayonner. Donc merci, merci Sandrine pour ton intervention aujourd'hui. Et il y aura d'autres interventions comme celle-ci. Mais en tout cas, merci pour cet échange vibrant et à bientôt alors. À Merci bientôt Thomas. Sandrine. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.